Le journaliste Hein Griot a qualifié de l'insurrection des gangs, le conflit survenu en Équateur début janvier 2024. Le conflit, amorcé par des attaques coordonnées nationales, a marqué l'opinion mondiale lorsque des gangs armés ont envahi une chaîne de télévision et pris des otages en direct. Si vous suivez l'actualité sud-américaine, vous vous souviendrez sûrement de la suite. La manière dont Daniel Noboa, nouveau président, a déclaré l'Équateur en conflit armé interne. Déploiement rapide et massif de l'armée dans les prisons et quartiers pauvres. La répression qui a suivi visait à éliminer définitivement l'insurrection des gangs et des groupes de trafiquants de drogue. Au début, cette démonstration de force de l'État semblait porter ses fruits. Les homicides ont diminué, des dizaines de milliers de membres présumés de gangs ont été arrêtés. Même des barons de la drogue, comme Fito, chef des Choneros, ont été capturés et extradés aux États-Unis pour y être jugés. Vous aurez déjà remarqué les mots qui ont ouvert ce paragraphe. Alors que la deuxième année du conflit armé interne en Équateur s'achève, des signes montrent que la situation pourrait empirer. Cette nation andine, autrefois paisible, pourrait s'engager sur cette voie. Non vers la victoire brutale du Salvador sur ses gangs, mais vers la guerre sans fin contre la drogue au Mexique. Si vous deviez prendre l'avion demain pour Quito, capitale de l'Équateur, il y a de fortes chances que vous passiez simplement un très bon moment. Les bars sont ouverts, les attractions touristiques actives, et environ 2 millions de personnes poursuivent leur vie. Travail, shopping, études, fêtes, debout au centre historique. Vous ne devineriez jamais que vous êtes dans un pays en état de guerre. Regardez les statistiques. La situation de l'Équateur en 2025 devient évidente. Sur les côtes, une vague de violence sévit, dépassant presque tout ce vu en Amérique du Sud ou centrale. Une descente aux enfers menée par les gangs. Voici quelques chiffres. En août, plus de 5200 personnes avaient été tuées en Équateur cette année. Les prévisions indiquent qu'environ 9100 homicides se produiront d'ici fin 2025 sur une population de 18 millions. Ce point est important car les comparaisons de statistiques nationales sur les meurtres portent généralement sur le nombre d'homicides pour 10 000 habitants. Le Brésil a enregistré près de 45 000 meurtres en 2024, le plus en Amérique latine, mais son taux d'homicide, 21,1 pour 100 000 habitants, reste inférieur à celui du Honduras qui, avec une population moindre, compte 2500 meurtres annuels. Bien que cette méthode puisse induire en erreur, les îles turques et caïques affichent en 2024 le taux de meurtre le plus élevé des Amériques, avec seulement 48 homicides en raison de leur petite taille. Ce taux est souvent jugé plus pertinent que le nombre total de meurtres pour évaluer la sécurité d'un pays. Et selon ce critère, l'Équateur est en forte chute. Si les prévisions se confirment, le pays finira 2025 avec un taux d'homicide d'environ 50 pour 100 000 habitants. C'est 2 fois plus élevé que le taux de meurtre du Mexique, et même plus élevé que celui de l'Afrique du Sud. Si élevé qu'il approche celui du Venezuela en 2014 alors que la République bolivarienne s'effondrait. Ce n'est pas le pire taux enregistré par les Amériques ce siècle. Le Salvador a probablement décroché ce triste record en 2015, lorsqu'il a atteint le chiffre ahurissant de 103 homicides pour 100 000 habitants. Ce qui choque dans le cas de l'Équateur, c'est la rapidité du changement. En 2018, le pays avait un taux d'homicide de 6, similaire à celui des États-Unis. En 2020, il avait un taux de seulement 7,7. Pendant la majeure partie de la décennie précédente, il avait été l'un des pays les plus sûrs d'Amérique latine. Donc passer de 7,7 homicides pour 100 000 habitants à 50 en 5 ans est le genre de réussite la plus sombre qui soit. Pour illustrer, une hausse comparable aux États-Unis ferait passer le nombre d'homicides de 22 830 en 2023 à environ 168 000 par an. Et ce n'est qu'au niveau national. Dans certaines villes équatoriennes, c'est encore pire. Le Wall Street Journal l'a ainsi présenté dans un article de septembre. 5 des 12 villes les plus meurtrières au monde sont en Équateur, Durán étant numéro 1 selon l'Institut Igarapé, groupe de réflexion brésilien sur la violence. Durán à elle seule affiche un taux d'homicide de 140 pour 100 000 habitants. Juste de l'autre côté du fleuve, la grande ville portuaire de Guayaquil a enregistré environ un tiers de tous les meurtres commis en Équateur cette année. Au total, le projet de données sur les lieux et événements de conflits armés, ou Armed Conflict Location et Event Data Project, estime que 80% de toute la violence observée en Équateur se produit dans ces régions côtières.
Mais si ces statistiques exposent la violence qui frappe le pays, elles ne rendent pas vraiment compte de l'horreur que peut représenter la vie pour ceux qui en sont victimes. Pour cela, nous pouvons nous tourner vers un rapport récent d'El Pache qui écrivait, je cite, « En Équateur, de janvier à août cette année, 386 mineurs ont été tués, soit 3 enfants ou adolescents, assassinés toutes les 48 heures. Cela concerne aussi Ézéchiel, dit Ézé, un garçon de 5 ans tué devant chez lui. Les meurtres de mineurs ont augmenté de 50% par rapport à l'an dernier. Les gens vivent aussi avec des violences apparemment aléatoires. La voiture piégée ayant explosé devant un centre commercial à Guayaquil en octobre a tué une personne et blessé des dizaines. Des émeutes en prison où des dizaines de détenus sont tués. Les fusillades de masse comme celle survenue dans le quartier défavorisé de Nueva Prosperina en mars qui a fait 22 morts. Seule l'influence croissante des gangs en Équateur relie toutes ces horreurs. Opérant désormais dans plus de 150 des 222 municipalités du pays, les gangs équatoriens n'ont pas été brisés par la répression du président Noboa. On estime leur effectif à au moins 15 000 membres, certains analystes évoquant plus de 60 000. 60 000 insurgés prenant part à une guerre semi-clandestine. Une guerre qui se déroule dans les bidonvilles et les villes portuaires, marquées par des niveaux de violence presque théâtraux. Cela inclut des choses comme Esmeitos, comme des gangsters suspendant les cadavres de leurs victimes à des ponts ou jouant au football avec des têtes décapitées. Des hommes armés ont parfois attaqué des funérailles, tirant sur le cercueil à l'arrivée et tuant des proches et amis. Si tout cela vous semble un peu mexicain, vous n'êtes pas le seul. Eh bien, comme nous allons bientôt le voir, la descente de l'Équateur dans le chaos a de nombreux facteurs contributifs. Il y en a un principal qui a vraiment contribué à faire passer la brutalité à un tout autre niveau, et c'est l'arrivée des cartels mexicains. Dans les années 2010, l'Équateur faisait partie d'un club latino-américain respecté avec l'Uruguay et le Chili. Un club qu'on pourrait appeler les nations latines sans taux de meurtre astronomique. Mais alors même que Quito cultivait sa réputation de lieu relativement tranquille, des forces structurelles commençaient déjà à miner cette tranquillité. Certains de ces facteurs étaient locaux, comme la décision du président de gauche Rafael Correa de fermer une base militaire américaine installée pour surveiller les trafiquants de drogue. Ou lorsque son protégé, Lenín Moreno, a fermé des agences anticorruption et réduit de 30% le budget des prisons alors que les gangs utilisaient déjà les prisons pour recruter. D'autres forces échappaient donc au contrôle de Quito, notamment l'accord de paix signé en 2016 par la Colombie avec les forces armées révolutionnaires de Colombie mettant fin à 50 ans de guerre. D'abord rébellion marxiste, les forces armées révolutionnaires de Colombie devinrent ensuite un puissant réseau de trafic de drogue. Tant qu'ils contrôlaient les routes de trafic et la production de cocaïne le long de la frontière équatorienne, il n'y avait aucune raison pour qu'un autre groupe essaie même de s'impliquer. L'accord de 2016 a changé cela. Soudain, ces routes de trafic de drogue très lucratives étaient à saisir. Soyez certains que cela n'est pas passé inaperçu. Il n'est sans doute pas surprenant que le cartel de Jalisco, nouvelle génération, soit apparu en Équateur en 2016. En cela, ils suivaient leurs célèbres rivaux du cartel de Sinaloa, qui s'étaient implantés dans le pays depuis des années. Cette implantation a permis au cartel de Sinaloa de recruter des gangs locaux, les Choneros, qui ont pris le contrôle de nombreuses routes de la cocaïne. Mais, point crucial, les Choneros n'étaient pas vraiment unis comme syndicats du crime. Dans le but d'étendre leur pouvoir, alors qu'ils s'enfonçaient davantage dans le trafic de drogue, ils ont forcé d'autres gangs à les rejoindre sous la menace d'une violence extrême. À l'arrivée de Jalisco, ils ont trouvé un milieu souterrain, déjà en colère contre le représentant local de Sinaloa. Tout ce que Jalisco avait à faire, c'était de trouver une faille pour exploiter cette colère. En 2020, ils l'ont enfin trouvé. En décembre, le chef des Choneros, Rasquiña, a été tué dans un centre commercial. Le Wall Street Journal relate la suite des événements. Des gangs plus petits, dirigés par les Choneros, Lou, Tiguerones et Chon Killers, se sont unis pour créer un groupe proxy de Jalisco nommé Nouvelle Génération. Les petits gangs voulaient s'allier à Jalisco, pensant qu'avec le rival de Sinaloa, ils pourraient affronter les Chaneros, ce qu'ils allaient en faire. À mesure que les corps s'accumulaient, une nouvelle faction de la nouvelle génération devenait peut-être la force criminelle la plus puissante de l'Équateur. Los Lobos. Il faut préciser que l'effondrement de l'Équateur n'est pas dû uniquement à la chute des Los Choneros. Les groupes criminels se divisent et se disputent mais souvent d'anciens territoires. Cela conduit rarement à une violence aussi extrême que celle que connaît Quito.
Le vrai problème n'était pas seulement la guerre par procuration entre les deux cartels les plus redoutés du Mexique, mais aussi l'extrême impréparation de l'Équateur face à cette menace. Vous vous souvenez, il y a quelque temps, quand nous avons dit que le président Moreno avait réduit le budget des prisons de 30% pendant son mandat? Cela s'est produit alors que le nombre de détenus explosait. L'Armed Conflict Location et Event Data Project écrit que la population carcérale a plus que triplé entre 2010 et 2020. Combiné au manque de fonds, cela a permis aux gangs d'Équateur de prendre effectivement le contrôle des prisons du pays, les transformant en bases à partir desquelles ils organisent leurs activités. C'est pourquoi la guerre entre Los Choneros et ceux soutenus par Jalisco a d'abord éclaté dans les prisons. En 2021, plus de 200 prisonniers sont morts dans des conditions atroces lors d'émeutes et de massacres, le pire à Guayaquil en septembre. The Guardian a écrit sur le massacre de l'automne. De nombreuses victimes ont été tuées à la tronçonneuse ou décapitées à la machette. C'est quoi ce bordel? Comment t'as réussi à faire entrer une tronçonneuse en prison? Alors que la violence augmentait, les systèmes politiques de banquiers de l'Équateur étaient discrètement corrompus par l'argent de la drogue. De vastes enquêtes ont révélé que justice, agences de sécurité et hauts responsables politiques collaboraient avec les gangs pour faciliter leur trafic. Comme l'a écrit plus tard l'ancienne procureure générale Diane Salazar dans The Economist, je cite « Des affaires majeures comme Métastase, Perga et Plaga ont exposé d'importants liens entre groupes criminels et politiciens, journalistes, avocats, responsables judiciaires et ex-législateurs. » Fin de citation. La corruption a culminé en 2023 quand on a révélé que le beau-frère du président Guillermo Lasso était lié à la mafia albanaise, qui avec des groupes criminels italiens cherchait à contrôler le trafic de cocaïne en Équateur. D'autres scandales de détournement ont aggravé la situation. Lasso a dissous l'Assemblée nationale et a démissionné de la présidence 2 ans avant la fin de son mandat pour éviter une procédure de destitution. C'était une décision qui allait avoir des conséquences profondes. La guerre des gangs, étendue des prisons aux rues, pousse désormais ces groupes à recourir à la violence politique pour tenter d'influencer l'élection imminente. Au contraire, ils allaient plonger la nation dans l'anarchie. Avant 2025, 2023 détenait le triste record de l'année la plus sanglante de l'histoire de l'Équateur. Cette année-là, le taux de meurtre a bondi à 46 pour 10 000, atteignant le niveau d'Haïti en plein effondrement causé par les gangs. Près de 100 personnes ont été tuées lors de la vague de violence politique déclenchée par l'élection. Le plus en vue d'entre eux, le candidat à la présidence Fernando Villavicencio, qui menait une campagne contre la corruption. Fernando Villavicencio a été abattu en août à Quito après un meeting dans un meurtre attribué à Los Lobos. Bien que sa mort ait alerté le monde sur la situation en Équateur, 2023 s'annonçait déjà comme une année très sanglante. Cela peut expliquer pourquoi les électeurs ont choisi de risquer un jeune candidat, Daniel Noboa, qui a fait campagne comme centriste strict sur la criminalité. Âgé de seulement 35 ans lors de son élection, Noboa a pris ses fonctions le 23 novembre, initialement juste pour terminer le reste du mandat de l'ancien président Lasso. Mais en moins de 7 semaines, il était passé à la tête d'une nation en état de guerre déclarée. Le déclencheur direct a été les évasions successives des chefs de Los Choneros et Los Lobos début janvier. Mais ce qui a vraiment transformé la situation en quelque chose que l'on pourrait raisonnablement appeler une guerre, c'est la démonstration de force du gang le 9 janvier. Après que Noboa a déclaré un état d'urgence de 60 jours, Skyowa Agrio a nommé l'insurrection des gangs à débuter. En pratique, cela a été une journée de terreur nationale. Des bombes ont explosé, des policiers enlevés, des prisons envahies et des gardiens lynchés. Des hommes armés ont attaqué des hôpitaux et tenté d'enlever des étudiants dans des universités. Mais ce qui a choqué ceux qui étaient hors de l'Équateur, c'est l'assaut de la chaîne de télévision de Guayaquil en direct à l'antenne. Notre récit revient à l'introduction, la réaction du président Noboa déclarant le conflit armé interne et désignant 22 gangs comme organisation terroriste. Déploiement de l'armée dans les prisons et rues, arrestation massive de dizaines de milliers de suspects de collaboration avec les gangs. Maintenant, étant donné qu'en Équateur, en 2025, le taux d'homicide semble même plus élevé qu'en 2023, vous savez déjà que cette répression n'a pas fonctionné. Mais à l'époque, il semblait au départ que l'action décisive de Noboa avait sauvé la nation. La violence a diminué au début du conflit armé interne. En mai, Noboa était le dirigeant le plus populaire d'Amérique latine, surpassant même un temps Nayib Bukele du Salvador, leader d'une répression réussie contre les gangs. Malheureusement pour le peuple équatorien, la situation n'est pas restée calme. Même si la violence a augmenté, le pays a fini l'année 2024 dans une meilleure situation que l'année précédente.
Le taux d'homicide avait légèrement baissé à 380 000, tandis que l'emprise des gangs sur les prisons semblait avoir été brisée. À la fin de sa première année au pouvoir, les résultats des politiques Manadura de Noboa étaient plutôt décevants. Mais au moins, la nation semblait progresser. Tout a changé en 2025. À peine la nouvelle année avait-elle commencé que la violence avait atteint ce que l'Armed Conflict Location et Event Data Project a qualifié de niveau sans précédent. Tout cela nous amène à une question simple, mais dont la réponse ne l'est pas. Pourquoi ? Pourquoi la deuxième année du conflit équatorien semble-t-elle s'annoncer bien plus sanglante que la première ? Et peut-être plus important encore, existe-t-il désormais un moyen pour Quito d'échapper à cette spirale descendante ? En 2022, la police européenne a piraté Encrochat, un service de messagerie cryptée utilisé par les criminels. Les journaux de messages ont permis d'arrêter des milliers de criminels sur le continent et d'incarcérer les chefs de grands gangs. Mais ensuite, un phénomène étrange s'est produit. Dans certains pays, comme la Suède, l'arrestation des chefs de gang a en réalité entraîné une augmentation de la violence. Avec l'effondrement des gangs autrefois dominants, un vide de pouvoir s'est créé, encourageant de nombreux petits groupes dispersés à se précipiter pour tenter de le combler. Les résultats, plus de fusillades, plus d'attentats à la bombe, plus de meurtres. C'est un mécanisme similaire qui alimente la flambée de violence de l'Équateur en 2025. Alors que la répression a poussé les grands groupes à se fragmenter, ces factions ont commencé à se battre entre elles pour le territoire qu'elles partageaient autrefois, avec des résultats prévisiblement sanglants. Pour comprendre ce que nous voulons dire, regardez ce qui est arrivé au Los Tiguerones. Dirigé par un gaz au nom de Star, Negro Willy, le gang serait responsable de l'attaque de la station de télévision ayant déclenché le conflit armé interne. Après son arrestation en Espagne fin 2024, les Tiguerones de Guayaquil se sont scindés en factions rivales. Et étant des gangsters violents, cela a entraîné le déclenchement d'une guerre de gangs brutale pour déterminer qui obtiendrait le butin. Une chose similaire est arrivée au tueur de Sean Aduran. Après l'assassinat du chef Ben 10 en Colombie en décembre, son ancien gang s'est divisé, 5 nouveaux groupes se disputant le contrôle des rues. Même chose avec l'extradition vers l'Amérique de l'ancien chef des Los Choneros, Fito. Selon l'Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée, la hausse de la violence est due aux divisions internes des groupes criminels causées par l'arrestation, le meurtre ou l'extradition de leurs chefs. La vague actuelle montre un schéma plus dispersé et volatile avec l'émergence de nouveaux groupes criminels dépourvus de structures hiérarchiques solides, ce qui conduit à des actes de violence plus fréquents et imprévisibles. Fin de citation. Maintenant, vous pourriez peut-être vous demander, pourquoi est-ce important ? Si l'augmentation du nombre de meurtres est principalement due à des membres de gangs qui s'entretuent, je veux dire, ne pourrait-on pas considérer d'une manière vraiment cynique que c'est en quelque sorte une bonne chose ? Évidemment, ce n'est pas si simple. D'abord, la violence théâtrale des gangs, comme exposer des cadavres décapités ou tirer sur des funérailles, déstabilise toute la société. Personne ne veut vivre dans une ville où les gangs s'entretuent et leur guerre nuit à l'économie équatorienne. D'après le Fonds monétaire international, une hausse de 1% du taux de meurtre local entraîne une baisse de l'activité économique pouvant atteindre 0,5%. Deuxièmement, les gangs, étant des gangs, ne ciblent pas seulement les coupables. Des civils innocents sont fréquemment pris dans leur guerre de territoire, soit en devenant victimes de violences, soit en se faisant extorquer leur argent. Pensez au petit Isa, 5 ans, tué devant chez ses parents par des balles perdues. Les autorités ont donc intérêt à freiner la violence, ou du moins devraient la voir. Malheureusement, la répression militaire est déjà entachée de scandales impliquant l'armée qui tue des civils. Le scandale le plus marquant a eu lieu en décembre, lorsque les corps brûlés de 4 garçons ont été découverts près d'Indupsa, près d'une base militaire la veille de Noël. Âgés de 11 à 15 ans, ils ont été arrêtés par une patrouille de l'armée avant d'être probablement tués en détention. Il s'est avéré qu'ils n'étaient vraiment pas des membres de gang, mais qu'ils se rendaient simplement à un match de football. Voici ce point où nous sommes fin 2025. Le taux d'homicide augmente, la fragmentation des gangs provoque plus de violence, devenue moins prévisible. Et une armée qui semble, malheureusement, flirter avec les abus et les disparitions qui ont marqué d'autres tentatives de Mano dura en Amérique latine. Quant à savoir si Quito peut espérer contenir cette insurrection des gangs en 2026, cela dépend de plusieurs facteurs. Le premier est de savoir si un gang va émerger de ces guerres de factions comme le leader incontesté. Le Lobo cherche à conclure des alliances avec d'autres groupes, ce qui pourrait en faire un hégémon criminel. Bien que cela ne ferait pas grand-chose pour arrêter la contrebande de drogue et d'autres activités illégales, cela pourrait réduire le taux de meurtre.
L'organisation non gouvernementale Initiative Globale explique « Cette consolidation renforcerait le contrôle territorial et logistique de Los Lobos, consoliderait les routes du trafic de drogue et élargirait leur domination à l'exploitation minière illégale et à l'extorsion, réduisant temporairement la violence armée. » Fin de citation. Un autre enjeu est de savoir si le président Noboa saura aller au-delà de la répression et s'attaquer aux causes profondes de la domination des gangs sur la côte équatorienne. Bien que la réponse militaire ait été justifiée tant qu'elle fonctionnait, la recrudescence de la violence montre qu'elle semble avoir atteint sans limite. Non seulement il y a plus de meurtres dans les rues, mais l'année 2025 a vu le retour des massacres dans les prisons d'autrefois. Rien qu'en septembre, 2 émeutes distinctes dans des prisons ont vu au moins 30 personnes être massacrées de manière atroce. Quant à ce à quoi pourrait ressembler le plan alternatif, eh bien c'est difficile à dire. Je veux dire, si c'était facile, l'Équateur ne serait pas dans ce pétrin en ce moment, n'est-ce pas ? Cependant, ne rien faire aurait des conséquences bien pires que d'agir. En 2006, le président Felipe Calderón du Mexique a lancé une grande répression contre les cartels de la drogue. 20 ans plus tard, la guerre contre la drogue au Mexique reste intense. Durant cette période, près de 10 000 personnes ont disparu à cause des cartels et des forces de sécurité, tandis que des régions entières échappent encore au contrôle des autorités. En parallèle, les cartels étendent sans cesse leurs activités vers de nouveaux marchés, dont le commerce de l'avocat. Cela ne signifie pas que l'Équateur suivra forcément le même chemin et deviendra un Mexique sud-américain. Mais cela avertit sur ce qui pourrait arriver sans changement. Des façons dont un gouvernement peut tout miser pour détruire les gangs, pour finalement se retrouver enfermé dans un conflit qui dure des décennies avec eux. L'Équateur s'est déclaré en conflit armé interne il y a près de 2 ans. Seul le temps nous dira si ce conflit prendra bientôt fin ou si l'insurrection des gangs continuera pendant des années. Merci d'avoir regardé.